Stéphane, quand on parle d'intelligence artificielle, ça fait un petit peu old-tech de sortir un papier, j'en suis conscient. Mais j'ai appris très récemment que mon PC avait été réquisitionné. Donc, je vais être obligé de lire. Alors Stéphane, vous avez appris à coder très jeune. Vous êtes encore très jeune. Et vous avez une carrière qui a débuté par des études dans le domaine des sciences économiques. Et vous avez fait ça à Montréal. C'est ça. Vous n'êtes pas arrêté là. Vous vous êtes dit, les sciences économiques, c'est sympa, mais les sciences politiques, moi, ça me branche pas mal. Vous vous êtes dit, pourquoi je ne ferais pas Sciences Po? Ouais. Pas mal. Alors, après ces études, vous avez débuté votre carrière dans des salles de marché d'une grande banque européenne, française, je crois. Ouais, on ne citera pas. Et vous avez, dès le début, agi pour cette entreprise en tant qu'évangéliste digital. Aujourd'hui, vous travaillez pour la société Blue Edge, qui développe une technologie qui automatise la migration des entreprises vers le digital, et ça, c'est vraiment votre cheval de bataille. Alors, si vous êtes ici, c'est pour nous parler évidemment d'intelligence artificielle. Alors, on imagine tous l'impact que ça va avoir, mais l'impact majeur que ça va avoir sur chacun d'entre nous, à la fois dans notre vie personnelle, mais également dans notre vie professionnelle, et vous allez nous l'expliquer, parce que ça va réellement bouleverser tout un tas de secteurs d'activité, y compris les métiers de la production IT, et je vais vous laisser nous expliquer tout ça. Stéphane, à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Et puis d'abord, merci vraiment d'être venus ce matin aussitôt et aussi nombreux. Donc je suis vraiment très très heureux d'être ici. Je voudrais commencer par vous poser une question. Est-ce que vous savez qui a dit « Les machines vont emprunter le même chemin que l'évolution des êtres humains, jusqu'à devenir conscientes et être capables de se développer toutes seules, sans que l'homme ne puisse ni les comprendre, ni en garder le contrôle ». Est-ce que vous savez qui a dit ça? J'entends Asimov, ça pouvait être Asimov, mais ce n'est pas Asimov. Stephen Hawking, ça pouvait être lui, mais ce n'est pas lui non plus. Ce n'est pas non plus Léonard de Vinci. Ce n'est pas elle non plus. C'est un monsieur qui s'appelle Ray Kurzweil. Qui parmi vous sait qui est Ray Kurzweil? Ray Kurzweil, c'est le patron de l'ingénierie monde chez Google, et il a dit ça en 2010. 6 ans plus tard, Paul Haar, l'un des responsables de l'intelligence artificielle, lui aussi chez Google, a déclaré qu'ils étaient désormais incapables de comprendre comment fonctionnait leur intelligence artificielle, alors qu'elle commençait déjà à produire des résultats exceptionnels dans tous leurs services. Alors depuis quelques années, vous entendez tous parler de la révolution digitale qu'on est en train de vivre. On est tous connectés, l'information est accessible partout, tout le temps, à un coût proche de zéro. Toutes nos interactions sont transformées et tous nos modèles aujourd'hui sont remis en cause. Aussi bien les hiérarchies que les institutions et même le capitalisme à certains égards. Tous les acteurs sont concernés en ce moment. Ce n'est pas parce que vous êtes protégé aujourd'hui en tant qu'entreprise par la réglementation, par les habitudes ou même par une grosse part de marché, que vous ne risquez pas de vous faire totalement disrupter par le prochain Uber de votre secteur. Le digital est en train de rebattre toutes les cartes et ça va très très vite. Cette révolution digitale, elle va continuer, mais elle va s'accélérer. Et en parallèle de cette révolution digitale, il y a une autre révolution qui est en train de se produire. C'est l'arrivée de l'intelligence artificielle. Pendant des années, on a spéculé sur la possibilité de créer une intelligence artificielle aussi puissante et flexible que l'intelligence humaine sans y parvenir. C'était de la science-fiction. Alors aujourd'hui, on est sur la bonne voie pour y arriver. Et même si on n'est qu'au tout début de cette révolution et qu'il y a encore énormément, et j'insiste, énormément de challenges pour y arriver, l'intelligence artificielle sera bientôt partout, tout autour de nous, parce qu'elle progresse aujourd'hui à une vitesse exponentielle. Alors la bonne nouvelle, c'est que dans cette nouvelle ère dans laquelle on entre, on va pouvoir résoudre très vite énormément de problèmes dans tous les domaines. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'est pas prêt à cette révolution, on n'est pas prêt à cette transition. Parce qu'à la vitesse à laquelle l'intelligence artificielle se développe aujourd'hui, non seulement l'intelligence humaine pourrait très vite finir par devenir obsolète, c'est une véritable leçon d'humilité pour notre intelligence, mais en plus de ça, c'est toute notre manière d'appréhender la vie, toute notre vision du monde et toute la manière d'organiser nos sociétés qui vont être mises en cause. Parce qu'en fait, ces dernières années, on a fait un bond gigantesque en intelligence artificielle parce qu'on a inversé notre approche. Auparavant, on programmait des machines avec des règles pour imiter l'intelligence humaine. C'est ce qu'on fait dans les logiciels depuis toujours. C'est la programmation classique. Sauf qu'on a compris que l'intelligence humaine faisait exactement l'inverse.
Un bébé, il n'a pas besoin des règles de la grammaire pour apprendre à parler. Il est juste bombardé tous les jours par des gens qui parlent autour de lui. Et à force de les entendre, il comprend implicitement les règles de la grammaire sans même savoir qu'elles existent. Et c'est ce qu'on fait avec n'importe quel type d'apprentissage. On est exposé aux données de l'environnement et on cherche à conceptualiser pour comprendre. C'est cette approche qu'on utilise aujourd'hui pour créer de l'intelligence artificielle et qui nous donne des résultats dans tous les domaines. Au lieu de partir des règles qu'on programmait comme auparavant dans les logiciels classiques pour aller vers les données, on fait désormais l'inverse. On part des données pour aller vers les règles. On découvre les règles avec des algorithmes d'entraînement qui tâtonnent par essai-erreur et qui posent des hypothèses comme le fait un enfant qui apprend à marcher. Ces algorithmes, vous en avez peut-être entendu parler, c'est par exemple le deep learning, dont on parle énormément depuis quelques années parce qu'on commence à avoir des gros résultats. D'ailleurs, tous les consultants sont en train de vous parler de ça en ce moment, je vous parie. En fait, le deep learning, c'est des réseaux de neurones artificiels qui nous permettent d'observer, d'identifier des concepts de haut niveau dans les données. On nourrit les algorithmes de deep learning avec énormément de données et on les supervise, on les entraîne. C'est ce qui nous permet par exemple de reconnaître ce qu'il y a sur des photos. On nourrit l'algorithme avec énormément de photos et on le supervise. On lui dit sur telle photo, il y a telle personne. C'est d'ailleurs ce que vous faites lorsque vous taguez quelqu'un sur Facebook, vous dites qui est sur cette photo, ou sur il y a tel cancer sur telle image médicale. Et plus vous lui donnez de données, plus l'algorithme est capable de se calibrer pour reconnaître parfaitement ce qu'il y a sur ces photos. Et quand je dis parfaitement, c'est à des taux qui commencent à dépasser le taux moyen de reconnaissance d'un groupe d'êtres humains sur ce qu'il y a sur des photos. Plus récemment, on a aussi utilisé une autre technique dont normalement vous avez très peu entendu parler, mais vous allez beaucoup entendre parler à partir de cette année, qui s'appelle le reinforcement learning. Dans cette approche, on va donner aux machines un environnement visuel avec des contraintes. Et on va leur donner un objectif à atteindre. Et on va les laisser s'entraîner. On va les laisser essayer le plus de fois possible pour atteindre toutes seules cet objectif. Et alors dans cette approche, lorsque l'algorithme se rapproche de son objectif, il est récompensé. On le renforce, l'algorithme. Et lorsqu'il s'en éloigne, on le punit. On l'empêche de continuer dans cette direction. Et ça marche très très bien. Quand je vous dis très très bien, c'est que ces dernières années, Google, par exemple, était à fond sur le deep learning, dont je parlais juste avant, dans tous leurs algos d'intelligence artificielle. En ce moment, ils sont en train de basculer sur le reinforcement learning, cette approche d'essai-erreur, de tâtonnement. C'est grâce au reinforcement learning, par exemple, qu'au début, on commençait à entraîner ces machines à jouer à des jeux vidéo. On leur donnait l'environnement visuel de Super Mario, par exemple, et on les laissait s'entraîner, on les laissait essayer le plus de fois possible pour pouvoir maîtriser le jeu vidéo. Et là, après des millions de parties, toutes seules, d'essais-erreurs, les machines ont commencé à être capables de devenir d'excellentes joueuses de Super Mario. D'ailleurs, c'est assez marrant, si vous regardez les vidéos sur YouTube de ces machines, lorsqu'elles apprennent, au début, elles sont incapables de bouger, et petit à petit, elles y arrivent. Ensuite, à la fin, elles finissent par avoir un comportement de jeu assez inhabituel. Elles sautent et elles tournent dans tous les sens, mais en fait, elles ont compris que c'était la manière la plus intelligente, plus optimale de jouer à Super Mario. C'est aussi grâce au reinforcement learning, combiné aussi avec le deep learning dont je parlais juste avant, que Google, l'an dernier, réitéré encore le mois dernier, a réussi, avec son intelligence artificielle, à battre le meilleur joueur humain de Go au monde. Ils ont nourri, et ça les experts pensaient qu'on n'y arriverait pas avant au moins plusieurs décennies. Ils ont nourri leur intelligence artificielle avec les parties des meilleurs joueurs de Go au monde, et ils l'ont fait s'entraîner contre elle-même, avec l'objectif de se battre elle-même. Et là encore, après des millions de parties et d'auto-apprentissage, de challenge contre elle-même, l'algorithme a été capable de calibrer son modèle de jeu jusqu'à devenir un excellent joueur de Go. Et là encore, même phénomène qu'avec Super Mario, ça a surpris tous les experts dans le monde en Go, parce que l'intelligence artificielle avait un comportement de jeu assez inhabituel. En fait, ce qui s'est passé, c'est que là aussi, elle a tellement optimisé, overfité son algorithme, qu'en fait, elle a découvert une manière plus intelligente, différente de jouer au Go. Et d'ailleurs, tous les passionnés de Go en ce moment en Chine sont en train de creuser cette nouvelle manière de jouer au Go. Tous les passionnés écrivent des bouquins dessus, c'est assez fascinant. Il s'est passé la même chose avec les Google Cars. Vous savez, les voitures sans chauffeur de Google. L'algorithme a tellement optimisé sa conduite qu'en fait, aujourd'hui, ça fait peur. Ça surprend les passagers qui montent dans les Google Cars. En fait, elles accélèrent et elles ralentissent à des endroits, à des moments sur la route qui sont totalement contre-intuitifs pour nous. Mais en fait, leur conduite est plus fiable et plus sécurisée. Du coup, ils sont en train de leur désapprendre la conduite. Mais ce qui est fascinant en ce moment, dans cette révolution qu'on est en train de vivre, c'est qu'on a compris que depuis qu'on est capable d'apprendre à des machines à reconnaître leur environnement visuel, donc ce qu'il y a dans un environnement avec des pixels sur des images, comme on l'a fait avec le deep learning, ou
d'apprendre aux machines à adapter leur comportement pour atteindre des objectifs toutes seules, comme on l'a fait avec le reinforcement learning pour les jeux vidéo ou le Go, on a compris qu'on pouvait généraliser cette approche et qu'on pouvait l'utiliser pour apprendre aux machines à réaliser n'importe quel type de tâche. C'est comme si on considérait n'importe quelle tâche comme un jeu vidéo, donc avec un champ de vision et des pixels, que la machine doit apprendre à maîtriser, que ça soit de réserver des billets d'avion sur Internet ou de faire avancer la médecine. Du coup, pour apprendre à l'intelligence artificielle à maîtriser plein de nouvelles tâches, l'an dernier, il y a le milliardaire américain Elon Musk, que vous connaissez tous, qui a lancé une plateforme dans laquelle vous allez bientôt pouvoir connecter une intelligence artificielle à vos logiciels, toutes sortes de logiciels, que ce soit votre navigateur Internet ou vos jeux vidéo ou votre suite bureautique, pour ensuite montrer à l'intelligence artificielle comment réaliser des nouvelles tâches. Elle va par exemple, cette plateforme, vous observer lorsque vous remplissez des formulaires sur Internet, lorsque vous faites des recherches, lorsque vous faites du shopping, et ensuite s'entraîner par reinforcement learning, toujours sur cet écran visuel, pour pouvoir atteindre cet objectif toute seule. L'objectif, c'est que la communauté, c'est-à-dire nous tous, on entraîne l'intelligence artificielle à réaliser plein de nouvelles tâches. En fait, de la même manière qu'aujourd'hui, on peut tous contribuer à la connaissance mondiale en alimentant Wikipédia, on va tous participer à l'éducation de l'intelligence artificielle en lui montrant des nouvelles tâches à réaliser. Bientôt, plus personne ne programmera des machines et des logiciels comme on le fait aujourd'hui avec du code complexe qui nécessite une expertise de programmeur. En fait, les programmeurs d'aujourd'hui sont en train d'établir les bases pour que demain, on puisse tous entraîner des intelligences artificielles à réaliser n'importe quel type de tâche, qu'elles soient physiques dans des robots ou intellectuelles dans le cloud. Mais pour aller plus loin encore, en plus de la vision, parce que vous avez compris que c'est finalement donner la vision, le deep learning, à l'intelligence artificielle, un autre outil qu'on va donner à l'intelligence artificielle pour qu'elle puisse continuer à se développer, à manipuler des concepts et à comprendre le monde, c'est le langage. Une grande partie de la connaissance disponible aujourd'hui sur Internet ou dans les livres ou même dans nos conversations sur les réseaux sociaux, elle existe sous forme écrite, c'est du texte. Aujourd'hui, on commence à entraîner des intelligences artificielles à maîtriser le langage humain, à la fois pour comprendre le langage humain, de plus en plus, mais aussi pour s'exprimer toute seule. Et c'est une étape fondamentale dans la création d'une intelligence artificielle, parce que dès lors que l'intelligence artificielle maîtrisera le langage, non seulement vous allez avoir des interactions beaucoup plus fluides et naturelles avec les machines. Par exemple, vous n'aurez plus besoin d'aller sur Google faire des recherches en tapant des mots-clés dans le moteur de recherche. Vous entretiendrez une véritable conversation avec Google. Il comprendra vos questions, il ira chercher les réponses à vos questions sur Internet et il vous répondra sous forme de discussion. Mais en plus de ça, l'intelligence artificielle sera capable de traiter toute la connaissance avec laquelle vous allez la nourrir. Peut-être même un jour, lorsqu'on aura les capacités ou du quantique, toute la connaissance globale disponible et faire des nouvelles découvertes toute seule. En fait, cette intelligence artificielle, ces premiers algorithmes qui, encore une fois, en sont vraiment au balbutiement, ils dépassent déjà l'homme dans plein de domaines. Dans la médecine, par exemple, ils sont capables aujourd'hui, par exemple, de trouver des molécules contre le cancer en lisant et en comprenant des centaines de milliers d'études en quelques semaines. Les laboratoires mettent plus d'1 an en moyenne pour en trouver sans même être sûr que ça fonctionne. Ils posent des diagnostics, certains de ces algorithmes, toujours sur le cancer en quelques minutes, là où les médecins sont incapables d'en poser. Et c'est que le début. Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, il a déclaré l'été dernier qu'avec l'intelligence artificielle, ces nouveaux algorithmes dont je vous parlais, qui commencent à donner de très bons résultats, on avait le potentiel de guérir toutes les maladies avant la fin du siècle. Ce n'est pas une annonce de com, ils sont vraiment en train d'investir massivement là-dessus. Chez Google, eux, ils vont encore plus loin. Vous savez qu'ils considèrent la mort comme une maladie. Ils veulent nous guérir, ils veulent nous rendre immortels. Tous les secteurs en ce moment sont en train d'être augmentés par l'intelligence artificielle. Tous les jours, on a des nouvelles annonces dans la presse sur ces dernières prouesses. Par exemple, on sait aujourd'hui que tous les constructeurs automobiles nous promettent que toutes les voitures vont se conduire bientôt toutes seules grâce à l'intelligence artificielle. Même Uber est en train de se poser la question et de se transformer pour l'arrivée des voitures sans chauffeur. Google, lui, a annoncé l'an dernier avoir réussi à réduire de 40% sa facture d'électricité sur le refroidissement de ses serveurs avec une intelligence artificielle qui optimise la gestion de l'énergie. On a des cabinets d'avocats à New York qui commencent à utiliser de l'intelligence artificielle qui font mieux et plus vite le même job de recherche documentaire et d'argumentation que les avocats. On en met en ce moment dans les robots aussi pour leur apprendre à se déplacer tout seul. Encore une fois, c'est de l'apprentissage, ce n'est pas de la programmation, mais aussi pour reconnaître nos émotions au travers de notre voix ou de nos expressions faciales, nos micro-expressions faciales. Dernièrement,
Vous avez peut-être suivi dans la presse, l'intelligence artificielle a bluffé toute la scène mondiale en étant capable de battre plusieurs des meilleurs joueurs de poker au monde parce qu'elle a réussi à bluffer. Et en plus de l'intelligence logique et rationnelle qui nous permet de faire tout ça, on s'attaque maintenant à une autre dimension de l'intelligence. Je veux parler de la créativité, de l'irrationnel, de l'instinct. Parce que ces algorithmes que j'évoquais juste avant, on leur permet maintenant de jeter des hypothèses plus ou moins aléatoires dans les données qu'ils sont en train de traiter pour tenter d'explorer le monde, pour tenter de relier ce qui jusqu'à présent n'avait pas encore été relié et donc de créer. Vous savez que créer, c'est rassembler au moins deux éléments qui n'ont pas été rassemblés jusqu'à présent pour pouvoir faire quelque chose de nouveau, que ce soit de la peinture, de la musique, ce que vous voulez. Ces algorithmes, on leur permet de faire ça aujourd'hui et ça leur permet d'explorer le monde et de participer à la créativité. C'est grâce à ces hypothèses qu'on jette dans les données et ces algorithmes que, par exemple, aujourd'hui, les intelligences artificielles sont capables de rédiger des romans ou des scénarios de films. Ça commence à être impressionnant, c'est pas parfait, je vous l'accorde, mais c'est que le début et ça va très vite. C'est aussi grâce à ces algorithmes et ces hypothèses qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle de Google est capable de réaliser des peintures ou de composer de la musique. Et c'est aussi de cette manière que l'an dernier, deux intelligences artificielles, pardonnez-moi, mais c'est encore Google, il n'y a quasiment que eux sur ce terrain-là aujourd'hui, ils ont réussi à créer deux intelligences artificielles qui ont développé leur propre algorithme de cryptographie pour communiquer entre elles. Et ce qui a été stupéfiant dans cette histoire, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, on n'a pas été capable de craquer le message que ces intelligences artificielles se sont transmis. C'est comme si elles avaient inventé leur propre langue. Ça se trouve, ça n'avait aucun sens, ce qu'elles se sont dit, mais en tout cas, les haches prouvent qu'elles ont réussi à se transmettre des messages qu'on n'a pas été capable de craquer. L'enjeu pour les prochaines années, ça va être de rendre l'intelligence artificielle plus humaine, à la fois dans ses interactions, mais aussi dans son fonctionnement. De continuer à développer ses capacités logiques et rationnelles, mais aussi de développer son instinct et ses capacités d'exploration. Et surtout, de lui donner la flexibilité, l'autonomie, les capacités d'adaptation et surtout le bon sens de l'intelligence humaine. En fait, c'est ça le plus gros challenge de la recherche en ce moment en intelligence artificielle, c'est de donner le bon sens à l'intelligence artificielle. Cette révolution, en fait, on sent qu'elle est lancée, mais on a l'impression finalement qu'on n'en verra pas les premiers résultats dans notre vie quotidienne avant au moins 10 ou 20 ans. On a l'impression que c'est de la science-fiction, que ce sera dans le futur, que ce n'est pas maintenant. En réalité, on y est déjà. Tous les géants du web, sans exception, en ce moment, sont en train d'infuser massivement de l'intelligence artificielle dans tous leurs produits et leurs services. Google a en ce moment plus de 4000 projets uniquement consacrés à l'intelligence artificielle. Ils en mettent absolument partout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils vous permettent, par exemple, Google, de préparer les réponses à vos emails à votre place ou de retrouver vos photos en fonction de ce qu'il y a dessus. Photos de vacances, selfies, screenshots, photos avec votre t-shirt rouge, par exemple. C'est aussi comme ça que tous les autres géants du web améliorent leurs applications et leurs services. Snapchat, par exemple, l'utilise en ce moment pour améliorer le ciblage publicitaire. Et ils ont des ROI qui explosent. Facebook, en ce moment, l'utilise pour filtrer les fake news. Instagram, je ne sais pas si vous avez remarqué, il utilise pour vous montrer, lorsque vous ouvrez l'application, uniquement des photos qui vont vous plaire, sur lesquelles vous avez cliqué, qui vous ressemblent. Le patron de Tinder aussi, vous savez, l'application de dating, de rencontre, il a déclaré que bientôt, l'intelligence artificielle serait capable de trouver pour vous la rencontre parfaite en fonction de tous vos critères, même ceux dont vous n'avez pas conscience, simplement par auto-apprentissage. Tous les secteurs en ce moment sont soit en train de se faire augmenter, soit de se faire totalement disrupter par l'intelligence artificielle. Et en fait, ça va très très vite, mais finalement, ça nous semble déjà normal. C'est pour ça qu'on a l'impression que, à la fois, ça arrive à un rythme assez lent, mais que tout ce que je raconte a l'air d'être de la science-fiction. C'est parce qu'en fait, notre cerveau, il s'adapte parfaitement à notre environnement immédiat. Il s'adapte tellement bien, notre cerveau, que ça nous rend aveugles sur la vitesse de cette révolution de l'intelligence artificielle. Notre cerveau, il est biaisé. Il a tendance à penser que parce que quelque chose arrivera, enfin, que ce qui arrivera les 2 prochaines années arrivera au même rythme que les 2 dernières années. En fait, on est incapable de voir la vitesse de développement de cette révolution à cause de notre cerveau. On est en train de vivre en ce moment ce qui s'est passé avec chacune des révolutions informatiques. D'un côté, on a de plus en plus de résultats impressionnants dans tous les domaines, mais de l'autre, on a de plus en plus d'experts, de philosophes, de scientifiques, de consultants qui nous disent la machine ne pourra jamais faire ceci ou faire cela, être créative, avoir des émotions,
remplacer l'homme, etc. Souvenez-vous de Clifford Stoll, vous savez, ce chercheur américain assez célèbre, qui avait écrit un papier célèbre dans Business Week, dans Newsweek pardon, en 1995, dans lequel il expliquait qu'Internet allait disparaître en 1996. Qu'Internet était lent, impersonnel, et surtout qu'on ne pourrait jamais l'utiliser en toute mobilité. Aujourd'hui, Clifford Stoll, il se cache. Il a expliqué que c'était la plus grosse erreur de sa vie parce que justement, notre cerveau n'est pas capable de voir cette explosion exponentielle de l'intelligence artificielle. En fait, à chaque arrivée d'une nouvelle technologie, notre cerveau n'est pas capable de le voir. On pensait, souvenez-vous, qu'on n'aurait jamais pu aller sur la Lune, qu'on n'aurait jamais pu créer de trains à grande vitesse parce que la pression aurait fait exploser nos tympans. On pensait qu'on n'aurait jamais pu séquencer et encore moins modifier le génome humain. Tout ça, aujourd'hui, c'est fait. Notre cerveau est biaisé parce qu'il fonctionne en mode linéaire, alors que tout ceci arrive en mode exponentiel. Imaginez ce qu'auraient pensé nos ancêtres il y a 100 ou 200 ans si on leur avait dit qu'à l'avenir, on pourrait se voir dans le creux de la main et se parler à deux endroits de la planète différents en même temps. Ils nous auraient pris pour des fous. On est en train de vivre en ce moment exactement ce type de moment avec l'intelligence artificielle. D'un côté, on a de plus en plus de résultats, de l'autre, de plus en plus d'experts qui nous disent que c'est impossible, que ça n'arrivera jamais, alors qu'en réalité, l'intelligence artificielle est en train de vivre en ce moment ce qu'a vécu l'électricité au début du XXe siècle. Ce sera bientôt une commodité accessible à tous, absolument partout, à un coût qui est en train de tendre vers zéro. Une véritable commodité. Mais à quoi elle va ressembler, cette intelligence artificielle, lorsqu'elle va arriver dans nos vies? Finalement, on va la remarquer dans nos vies parce qu'elle va arriver sous forme d'assistants intelligents. Alors vous en avez tous entendu parler, hein, c'est Alexa d'Amazon que vous mettez dans votre salon et à qui vous pouvez parler pour passer des commandes. C'est Google Assistant avec qui vous pouvez entretenir des discussions. Alors pour l'instant, je suis d'accord avec ce que vous êtes en train de penser, ils sont un peu débiles ces assistants, c'est normal, c'est les premières versions, hein, c'est comme Siri, ils ont juste été programmés pour reconnaître votre voix et y associer des tâches très très simples. Mais grâce aux algorithmes dont j'ai parlé juste avant et à leur progrès, et surtout à l'entraînement, rappelez-vous qu'on va tous contribuer à leur faire faire, ils vont s'améliorer, ces algorithmes, et ils vont bientôt être capables de nous accompagner dans tout ce qu'on fait dans nos vies de manière, avec une expérience utilisateur exceptionnelle. Mais d'abord, ces assistants intelligents, il va falloir les rendre flexibles. C'est comme avec l'intelligence humaine, il va falloir qu'on leur apprenne à mobiliser, à combiner toutes les petites tâches qu'on est en ce moment en train de leur apprendre à maîtriser, comme reconnaître ce qu'il y a sur des photos, lire et comprendre du texte, remplir des formulaires, etc., pour ensuite être capable de faire des tâches pour nous, même avec des indications très vagues. L'objectif des géants du web, c'est que très vite, vous puissiez dire à votre assistant intelligent « organise mes vacances, trouve-moi un nouveau job, occupe-toi de mon déménagement », et qu'il soit capable de décomposer cet objectif en petites tâches, puis de les résoudre les unes après les autres, et ensuite d'atteindre finalement cet objectif. Comme si on parlait à un être humain, donner une indication très vague, comprendre le contexte, et ensuite atteindre cet objectif. Ces assistants intelligents, en fait, ils finiront par être capables de faire absolument tout pour nous dans notre vie. Ils vont gérer nos emplois du temps, ils vont faire nos courses, ils vont aider nos enfants à apprendre et surtout, ils vont être nos experts personnels dans tous les domaines. Notre banquier, notre médecin, notre avocat, notre conseiller, notre confident, peut-être même un jour notre ami, comme dans le film Her. Je ne sais pas si vous avez vu le film Her, le personnage principal finit par tomber amoureux de son intelligence artificielle avec la voix de Scarlett Johansson. Le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, vous avez peut-être suivi dans la presse, il s'est développé son propre assistant intelligent comme Jarvis dans Iron Man, lui pour piloter sa maison. On va être en interaction permanente avec ces assistants intelligents. Ils sauront tout sur nous. Ils connaîtront nos envies, nos goûts, nos habitudes, notre personnalité, notre santé, nos émotions. Ils sauront absolument tout sur nous. Ils se souviendront de toutes les interactions qu'on aura eues avec eux pour nous proposer des expériences de vie de plus en plus pertinentes, de plus en plus streamlinées. En fait, de simples logiciels à qui on demande des choses, ils vont finalement se transformer en des véritables assistants virtuels, en véritables majordomes digitaux, qui vont finalement être notre intermédiaire dans toutes nos interactions avec le reste du monde. Ils sauront quoi nous dire, ils sauront comment nous le dire, comment nous faire éprouver des émotions, ils seront parfaitement empathiques et surtout, ils défendront parfaitement nos intérêts. Ce sera notre double digital, une copie parfaite de nous dans le monde digital qui va nous représenter dans nos interactions. Et on ne sera pas les seuls à être équipés de ces assistants intelligents. L'Internet des objets aujourd'hui nous dit que bientôt, tous les objets vont pouvoir être connectés à Internet ou à une application.
Mais en plus d'être connectés à Internet et une application, ces objets ils vont aussi être équipés d'un assistant intelligent, comme je l'évoquais juste avant. En fait, ce sera ça l'interface standard avec laquelle vous allez interagir avec ces objets. Fini les boutons ou les écrans tactiles sur votre four ou sur votre machine à laver, vous allez interagir directement en langage naturel avec leur assistant intelligent. Il vous comprendra et il vous surprendra. Et vous comprenez bien qu'à un moment donné, la prochaine étape, c'est que tous ces assistants intelligents, le vôtre, votre double digital que j'évoquais à l'instant, mais aussi celui de vos amis, celui des entreprises et ceux des objets, vont être capables de discuter tous les uns avec les autres. Votre assistant intelligent, à qui vous avez demandé d'organiser un dîner avec vos amis, il discutera directement avec l'assistant intelligent de vos amis pour se mettre d'accord sur une date qui convienne à tout le monde, pour choisir un menu qui plaise à tout le monde. Il discutera aussi directement avec l'assistant intelligent de votre frigo pour vérifier qu'il reste des bières au frais. Et si ce n'est pas le cas, il en commandera tout seul. En fait, les assistants intelligents, c'est la prochaine étape après les API. Les API permettent à ces applications de commencer à communiquer. Les assistants intelligents pourront permettre de le faire de manière de plus en plus intelligente et contextuelle. On finira par avoir un véritable écosystème d'assistants intelligents entre les personnes, les objets, les entreprises, les institutions, les gouvernements, qui interagiront en permanence ensemble pour faire des choses à notre service. Les entreprises aussi vont être équipées de ces assistants intelligents pour les représenter vis-à-vis de l'extérieur, pour interagir avec le reste des parties prenantes. Ils discuteront ces assistants intelligents directement avec les assistants intelligents des autres entreprises pour négocier les prix et les contrats. Ils discuteront directement aussi avec les clients ou avec les assistants intelligents des clients pour le service client, la maintenance, etc. Peut-être même qu'un jour, ils discuteront directement avec les candidats qui postulent. Tous ces assistants intelligents vont former un écosystème en interaction permanente. Vous avez peut-être entendu parler des chatbots. Vous savez, ces applications avec lesquelles on discute en langage naturel qui vont soi-disant remplacer les applications smartphone. Alors même si aujourd'hui, je vous le dis, faites attention, il y a très peu, voire pas du tout d'intelligence artificielle dans les chatbots, c'est la première étape vers la création de ces assistants intelligents. On sera tous équipés de ce type d'assistant intelligent qui sera notre double digital. Mais cette révolution, pour l'instant, on y est, comme je vous le disais au début, on n'y est pas prêt. Le monde de demain, et encore une fois, on y va très très vite, n'aura plus rien à voir avec de l'intelligence artificielle omnisciente. Dans l'entreprise, tous les jobs vont d'abord être augmentés par de l'intelligence artificielle comme ils l'ont été par l'informatique, le mobile, toute la technologie en général. Ça va nous rendre plus productifs, peu importe notre job, plus créatifs, nous faire moins d'erreurs, etc. Mais très vite, la machine, l'algorithme prendra le dessus. Pas un seul job ne sera épargné par l'arrivée de l'intelligence artificielle, y compris les managers et les dirigeants. Vous connaissez peut-être le fonds d'investissement Bridgewater. Leur PDG a déclaré récemment qu'il était en train de remplacer tous ses managers par de l'intelligence artificielle. Et ce n'est pas le seul, bientôt toutes les entreprises seront obligées de suivre parce que ce sera la norme. Moi je pense même que très vite, comme l'a dit aussi le patron d'Alibaba, vous savez, Alibaba c'est l'Amazon chinois, Jack Ma, il a déclaré que d'ici 2030, ce sont les intelligences artificielles elles-mêmes qui dirigeront les entreprises. Ce qui est certain, c'est que dans les très prochaines années, aucune décision stratégique ne pourra être prise sans être validée par de l'intelligence artificielle. D'un point de vue économique, aussi, l'impact va être considérable. Alors c'est vrai que ça va créer de la valeur, et c'est ce qu'il faut retenir, ça va créer de la valeur pour tout le monde, pour absolument toute l'humanité. Rappelez-vous, Mark Zuckerberg parlait de guérir toutes les maladies avant la fin du siècle. C'est de la valeur pour l'humanité. Mais d'un point de vue économique, effectivement, ça va booster notre productivité, nous permettre de créer plus avec moins. Mais cette fois-ci, c'est différent. C'est différent parce qu'avec l'intelligence artificielle, on s'attaque à la dernière spécificité de l'homme au travail. On s'attaque à son intelligence. Ce qui veut dire que le prix de la cognition, le prix de l'intelligence va chuter, puisque l'intelligence artificielle sera bientôt, l'intelligence en général sera bientôt accessible comme une commodité absolument par tout le monde, comme l'électricité aujourd'hui. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que ça va engendrer une destruction massive d'emplois dans tous les secteurs. Ça va peut-être en créer d'autres. La question, l'inconnu, comme le dit Bill Gates, c'est que le rythme de destruction d'emplois soit supérieur au rythme de création d'emplois. C'est nouveau parce que jusqu'à présent, si vous êtes schumpeterien, vous savez qu'à chaque fois qu'on a changé de paradigme, on a détruit des jobs de l'ancien paradigme pour en recréer dans le nouveau. Cette fois-ci, comme je vous le disais, on va détruire une partie de la valeur du monde d'aujourd'hui pour recréer encore plus de valeur dans le monde de demain, mais ce n'est pas sûr que les jobs suivent. Mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Ça veut simplement dire qu'on est en train de changer de monde et qu'il va falloir créer une nouvelle société adaptée à cette révolution digitale qui nous permet de prendre des risques et qui nous protège.
Cette fois-ci, c'est différent parce que c'est plus une industrie contre une autre, comme c'était le cas dernièrement. C'est plus une entreprise en train de mourir et une autre en train de prospérer. C'est tous les secteurs, toutes les industries concernées en même temps. Et encore une fois, n'oubliez pas que ça crée de la valeur. La question de l'emploi est secondaire, c'est juste qu'il faut créer une autre société, avec plein de challenges, mais il ne faut surtout pas empêcher cette destruction massive d'emplois. Dans l'organisation de la vie publique aussi, l'intelligence artificielle sera partout et elle prendra des décisions. Alors là, ça doit vous sembler totalement utopique. Il y en a parmi vous qui doivent se dire que je suis complètement fou, que ça n'arrivera jamais, vu l'état de nos institutions, notre vitesse de déploiement de ces sujets-là, etc. Mais regardez, certains responsables politiques aujourd'hui, je pense à Trump, mais c'est vrai pour Macron aussi, ils utilisent déjà du big data et des analytics pour leur campagne électorale. Ce qui veut dire que très vite, ils vont utiliser de l'intelligence artificielle pour gouverner tous ces responsables politiques. Et ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut absolument que nous, en tant que citoyens, on exige de participer au choix de ces intelligences artificielles, qu'on exige de savoir comment elles fonctionnent, qu'on décide collectivement des objectifs qu'on va leur demander d'atteindre, de leurs principes moraux qu'elles devront respecter, et surtout, quelle sera la responsabilité et la légitimité de nos responsables politiques lorsqu'on se rendra compte que l'intelligence artificielle produit des analyses politiques beaucoup plus fines et surtout nous suggère des politiques publiques beaucoup plus pertinentes. Rappelez-vous, ce n'est pas de la science-fiction. Ils le font sur du big data, ils utiliseront l'IA. La démocratie exigera qu'on participe au choix de ces intelligences artificielles. Ce sera ça, le futur de la démocratie. Mais comme je vous le disais au début, il va falloir qu'on s'y prépare tout de suite à cette révolution parce que les risques sont inédits et ils sont considérables. Ces algorithmes que j'évoquais au début, ils nous permettent de faire des choses extraordinaires, comme je vous l'ai cité, mais il y a un gros problème. C'est qu'on est en train de modéliser progressivement toutes nos fonctions cognitives, tout ce que fait notre cerveau, sans exception, y compris la créativité et l'intuition. On n'y est pas, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais ça va très très vite. Il y a encore plein de challenges, mais gardez en tête que le développement est exponentiel. Le problème, c'est que ces algorithmes, même s'ils nous permettent d'avoir des résultats exceptionnels, on ne comprend toujours pas comment ils fonctionnent. On a une petite idée du comportement qu'ils vont avoir face à une situation qui est connue, un contexte donné, mais on est incapable de savoir comment ils vont réagir face à une nouvelle situation, ou s'ils vont générer des dommages collatéraux en atteignant tout seuls leurs objectifs. En plus de ça, il va falloir aussi qu'on crée un cadre juridique pour ces intelligences artificielles. Mais comme on est incapable de prévoir la réaction, les actions d'une intelligence artificielle comme elle n'est pas programmée, c'est très difficile aujourd'hui de définir des responsabilités juridiques légales pour une intelligence artificielle. C'est un sujet qui est extrêmement discuté en ce moment en droit, et il y a même certaines personnalités aux États-Unis qui suggèrent de donner une personnalité juridique spécifique à l'intelligence artificielle. En plus de ça, on va avoir aussi énormément de challenges éthiques autour de l'intelligence artificielle. Jusqu'où doit-on faire confiance à un algorithme? Quel niveau d'autonomie est-ce qu'on doit lui donner à cet algorithme? Qui aura le droit d'utiliser certains algorithmes et pas d'autres? Ce sera peut-être comme avec les médicaments ou les substances chimiques. Il y aura peut-être des niveaux d'utilisation avec des autorisations selon les entités. Qui va s'assurer que ces algorithmes ne présentent pas de danger? Qui aura une autorité de contrôle? Ces questions, il faut absolument y réfléchir dès maintenant. Vous savez que les algorithmes sont déjà en train d'orienter le monde aujourd'hui. Les webmasters et les blogueurs, vous savez, qui paniquent lorsque Google ou Instagram changent leur algorithme de classement. Mais ce phénomène, il va être exacerbé puisqu'on va bientôt utiliser de l'intelligence artificielle absolument dans tous les domaines pour prendre des décisions de plus en plus critiques. Les géants du web, c'est le cas de Google en 2014, mais c'est le cas aussi d'OpenAI que je citais au début, ils ont lancé leur comité d'éthique pour encadrer le développement de l'intelligence artificielle et pour s'assurer qu'elle bénéficie à toute l'humanité. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut absolument qu'on exige tous de participer à ces débats à tous les niveaux de la société et partout sur la planète. Et pour les prochaines années, c'est surtout des véritables questions stratégiques et de souveraineté pour les États qui vont se poser. Comment s'assurer du développement d'une intelligence artificielle qui bénéficie à toute l'humanité, alors qu'aujourd'hui, les géants technologiques américains sont en train de concentrer à eux seuls tous les experts, le savoir-faire, les capacités de calcul, les infrastructures, les capacités financières aussi, les données pour créer de l'intelligence artificielle. Ce sont les seuls au monde quasiment à créer de l'intelligence artificielle aujourd'hui. N'écoutez pas les startups, on dit qu'il y a 350 startups qui font de l'IA en France, c'est faux. Il y a moins de 5 startups en France qui font de l'intelligence artificielle. Elles disent toutes qu'elles en font pour vendre leurs produits, mais ça n'est pas vrai. D'ailleurs, un moyen assez simple de le savoir,
Vous demandez à une entreprise qui vous dit qu'elle fait de l'intelligence artificielle si elle peut expliquer le résultat qu'elle permet d'atteindre avec son intelligence artificielle. Si elle vous dit non, parce que c'est du deep learning, du reinforcement learning, vous savez que c'est de l'intelligence artificielle. Si elle est capable de vous le montrer, c'est peut-être un truc génial, du big data, des analytics, des algorithmes super, on fait des trucs super sans intelligence artificielle, mais ce n'est pas de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, il va falloir clarifier même ce que c'est l'intelligence artificielle dans les prochaines années, ce qui rentre dans l'intelligence artificielle ou pas. C'est absolument fondamental d'y réfléchir dès maintenant. En fait, cet écart aussi, dans la force de frappe entre les géants du web et le reste des autres acteurs, il est en train de se creuser à un rythme qui risque d'être très difficile à rattraper pour tous les autres acteurs, mais surtout, comme je vous l'ai dit, pour les États. On est complètement largué sur ce sujet, contrairement à la com de certaines startups ou institutions publiques. Vous l'avez tous compris, on est en train de vivre un bouleversement absolument inédit en ce moment avec cette révolution, parce que l'intelligence artificielle, d'une technologie qui au départ a été développée dans les laboratoires informatiques américains, en fait elle arrive sur le devant de la scène aujourd'hui comme une question politique globale qui concerne toute l'humanité au même titre que le nucléaire et les manipulations génétiques. Au début de mon intervention, je vous citais Ray Kurzweil de chez Google, vous savez, l'ingénieur en chef un peu fou, qui n'a aucune limite, qui nous disait que bientôt les machines allaient être capables de devenir de plus en plus autonomes, de s'auto-complexifier, machines et algorithmes. En fait, ce n'est pas le seul à avoir ce type de conviction. Marvin Minsky, l'un des plus grands chercheurs au monde en intelligence artificielle et en sciences cognitives au MIT, a lui déclaré que rien n'allait pouvoir empêcher les machines d'atteindre un niveau d'intelligence comparable au nôtre, voire de le dépasser, à moins qu'on les en empêche. Ce moment où les machines deviennent aussi, voire plus intelligentes que nous, on appelle ça la singularité. C'est un mot que vous connaissez peut-être, mais surtout que vous allez entendre de plus en plus dans les prochaines années. Et selon Ray Kurzweil de chez Google, à la vitesse actuelle exponentielle du développement de la technologie, on y sera aux alentours de 2029-2030. Je dois vous dire aussi, pour être honnête intellectuellement, que d'autres chercheurs ne partagent absolument pas cette conviction. D'autres chercheurs ne pensent qu'on ne sera jamais capable de créer des machines aussi autonomes, voire conscientes. C'est normal, c'est de la science, ça progresse avec des visions différentes qui s'affrontent. Ce qui est sûr, c'est que ça va très vite et que ça risque de nous surprendre beaucoup plus que tout ce qu'on a pu imaginer. En attendant, tous ces progrès en intelligence artificielle, c'est finalement sur la nature et le fonctionnement de notre propre intelligence qui nous éclaire. Vous avez remarqué quelque chose, c'est que depuis que j'ai commencé, je ne vous ai pas défini ce que c'était que l'intelligence. Je vous ai montré les progrès considérables qu'on faisait en matière d'intelligence artificielle sans vous définir ce que c'était que l'intelligence humaine. C'est parce que là aussi, il y a plein de théories et plein d'approches pour la définir. C'est normal, c'est de la science là aussi. Ce qui est certain, c'est qu'à chaque fois qu'on fait des nouvelles découvertes sur le cerveau et sur l'intelligence en général, non seulement ça soulève des nouvelles questions, mais en plus de ça, ça remet en cause des idées largement acceptées sur l'intelligence. C'est normal, encore une fois, c'est de la science. Ce qui est sûr, c'est qu'en étudiant l'intelligence humaine et le cerveau, de manière générale, la cognition, on développe de nouvelles idées pour créer de l'intelligence artificielle. Et en créant de l'intelligence artificielle avec tous ces algorithmes que j'évoquais au début, en fait, on affine notre compréhension de notre propre intelligence. C'est ce qu'a déclaré aussi le PDG de DeepMind, la société rachetée par Google pour gagner au Go. Leur objectif principal, c'est de résoudre l'intelligence pour pouvoir ensuite l'utiliser pour tout faire. Ils utilisent l'intelligence artificielle pour découvrir ce qu'est notre intelligence. Alors j'ai conscience qu'il y a pas mal de choses qui peuvent vous faire très peur dans ce que j'ai raconté aujourd'hui, ou au contraire vous rendre très enthousiaste. C'est normal, on a tous des sensibilités, des aspirations différentes. Mon objectif aujourd'hui, c'était ni de vous faire peur, ni de vous faire rêver, mais simplement de vous faire prendre conscience, vous donner un aperçu du monde qui vient, de vous faire prendre conscience que vraiment, il faut absolument qu'on s'y prépare dès maintenant. N'oubliez pas que ce que je vous ai raconté avant, même s'il y a des trucs impressionnants, ça n'est pas magique, ça demande beaucoup d'entraînement, beaucoup de données, beaucoup de compétences, mais on commence à avoir des résultats exceptionnels absolument partout. Mais il est absolument nécessaire que tout le monde comprenne les enjeux liés à l'arrivée de cette révolution. Je vous remercie tous pour votre attention. Merci. Stéphane, merci. Alors, on voulait démarrer cette convention par un truc qui réveille l'auditoire. Est-ce qu'on a atteint notre objectif? Bon, Stéphane. On va faire un petit sondage aussi. Vous avez terminé votre intervention en disant « je vais peut-être faire rêver certains et en faire peur à d'autres ». On va faire un petit sondage. Parmi vous, quels sont ceux qui ont rêvé?
Et quels sont ceux qui ont eu peur? Et il y a autre chose aussi à demander, c'est qui sont ceux qui n'y croient pas du tout? Parce qu'il y a aussi des gens qui ne croient pas du tout à ça. On peut poser la question? Il y en a. Qui n'y croit pas? Statistiquement, il doit y en avoir. Bon, Stéphane, là, 100% de gens convaincus, c'est énorme. Normalement, il y a tout type de profil. Je voudrais profiter des 2-3 minutes qui nous restent pour évoquer quand même ce qui intéresse les gens qui sont là, qui sont des professionnels de des systèmes d'information. À vous écouter, les algorithmes vont tout remplacer. Ouais. Qu'est-ce qui va faire leur avenir à ces braves gens? La bonne nouvelle, c'est qu'on est tous dans le même bateau dans cette histoire. C'est que ces braves gens, on est aussi dedans, en fait, dans cette histoire. Ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir de l'intelligence artificielle absolument partout et que contrairement à ce que les consultants ou les startups vous racontent en ce moment, ce ne sera pas un facteur différenciant dans l'entreprise. Ce sera absolument obligatoire de mettre de l'intelligence artificielle partout, dans vos process, dans vos outils, dans la gestion de vos coûts, dans votre relation client, en interne ou en externe, absolument partout. Mais une fois que vous l'aurez fait, que vos concurrents aussi, vous serez tous au même niveau. Il va falloir trouver autre chose, de l'innovation, de la stratégie pour aller chercher de la valeur. Et deuxième point, rapidement, c'est que non seulement il faut mettre de l'intelligence artificielle dans tous les métiers, mais il faut bien réfléchir à la stratégie avant parce que certains métiers vont disparaître. Le problème en ce moment, c'est que tout le monde veut des use cases sur l'intelligence artificielle. J'imagine que vos managers, vos patrons, ils vous ont dit qu'est-ce que je peux faire en intelligence artificielle, donne-moi des use cases, donne-moi des use cases. Le problème, c'est que certains de ces use cases risquent de très vite faire disparaître le business et donc il faut vraiment réfléchir à la stratégie. Je vous donne un exemple. Je voyais un constructeur automobile il n'y a pas longtemps qui me disait j'ai besoin d'un use case, j'ai besoin d'un use case. Je lui dis ok, vous pouvez en mettre dans vos ceintures de sécurité pour optimiser la tension de la ceinture de sécurité au moment d'un accident, pendant un choc, pour optimiser l'expérience utilisateur pendant un accident. Il était très content, sauf que je lui ai dit ok, vous pouvez investir là-dedans, sauf que ça ne vous sert à rien parce qu'en fait, stratégiquement, en ce moment, la tendance, c'est des voitures autonomes. On utilise l'intelligence artificielle pour faire des voitures sans chauffeur. Donc on fait disparaître la ceinture de sécurité. C'est comme Kodak, si vous voulez. Quand le digital est arrivé, ils se sont dit comment je peux mieux faire mon métier avec le digital. Ils font ce que tout le monde se dit en ce moment avec l'intelligence artificielle. Comment mieux faire mon métier? Le métier de Kodak, c'était d'imprimer des photos. Ils ont mis du digital partout, des machines plus puissantes, des imprimantes plus puissantes, etc. Sauf qu'ils n'ont pas compris que le digital faisait disparaître le métier d'impression de photos. C'est la même chose avec l'IA en ce moment. Demandez-vous d'abord si votre métier existera encore et à quoi il ressemblera. C'est de la strat pure. Et ensuite, mettez des use cases. La tagline de cette convention, c'est le futur de l'IT et du digital. Je crois qu'on est en plein dans le cœur du sujet. Merci Stéphane, encore. Merci. Merci de m'avoir invité.